Dans ce petit village du Jura, un drame abominable vient de se dérouler dans la nuit. Thomas est retrouvé errant devant chez lui, le pyjama couvert de sang. Il affirme que ses parents ont été tués sauvagement. Alors, ils sont tous les deux l'un contre l'autre sous la fenêtre à l'intérieur de la chambre. Donc ils sont sur le ventre et c'est à cet endroit-là où il y a vraiment énormément de sang. Patrick et Isabelle ont été lacérés de plus de 150 coups de couteau. Qui a pu tuer au petit matin ce couple de bouchers réputé calme et tranquille? L'heure du crime, au petit matin, entre 5 et 6 heures du matin, ça veut dire quelque chose, ça signe quelque chose. Un scénario d'une horreur jamais vue se profile. Comment expliquer un tel massacre? Enquête sur une tuerie hors du commun. Il est 7h30 du matin, en cette fin d'année 2000. Le petit village de Lébétain, dans l'est de la France, se réveille. Sans se douter qu'un drame atroce vient de se produire. Comme chaque matin, Étienne, l'un des habitants, part au travail. Seulement ce jour-là, il va faire une terrible découverte, à 2 pas de chez lui. Sur le chemin, Étienne aperçoit le fils de ses voisins en pyjama et couvert de sang. Thomas, 15 ans à peine, est prostré en pleine rue, le corps lacéré de blessures. Déboussolé, il s'effondre dans les bras de son voisin. Et il va dire au premier témoin que quelqu'un est rentré dans la maison pour tuer ses parents et que lui-même s'est calfeutré, s'est caché. Et que, voilà, il a attendu que ça se calme, qu'il n'y ait plus de bruit. Un récit terrifiant. Le voisin appelle aussitôt les gendarmes et ce qu'il découvre va bouleverser la vie du petit village. Isabelle et Patrick, les parents de Thomas, ont été massacrés. La maison baigne dans le sang. Le couple est retrouvé dans sa chambre. Le meurtrier s'est déchaîné sur eux à coups de couteau et avec une violence inouïe. Dans la chambre, il y a du sang sur le mur. C'est 2 personnes qui se sont vidées de leur sang quasiment. C'est quand même assez impressionnant. Alors qui a pu en vouloir à ce point à cette famille sans histoire? Comment expliquer cette sauvagerie hors du commun, cet acharnement quasi surnaturel? Et pourquoi le fils du couple, Thomas, a-t-il réchappé miraculeusement à ce massacre? C'est des faits dont on se souvient évidemment au cours de sa carrière parce qu'ils sont de nature exceptionnelle. Les gendarmes et les experts judiciaires vont aborder l'une des plus grandes énigmes de leur carrière. Une affaire incroyable où la médecine vient se mêler au crime. Des scènes de crime, les gendarmes en découvrent régulièrement. Mais ce 25 septembre 2000, celle-ci dépasse l'entendement. Dès l'entrée de la maison, le sol est maculé de sang. Mais c'est dans la chambre des parents que l'horreur atteint son paroxysme. Les enquêteurs retrouvent Isabelle et Patrick allongés entre leur lit et la fenêtre. Le couple serait mort aux alentours de 6 heures du matin, après une lutte sans merci contre leur agresseur. Alors ils sont tous les deux l'un contre l'autre sous la fenêtre à l'intérieur de la chambre. Donc ils sont sur le ventre. On voit quelques traces de coups avec un objet tranchant a priori. C'est ce qu'on peut voir. Et c'est à cet endroit-là où il y a vraiment énormément de sang. Le meurtrier s'est acharné sur le couple. Les enquêteurs vont ainsi retrouver plus de 150 coups de couteau sur les 2 corps. Le tueur a frappé aveuglément, avec une violence incroyable. Les gendarmes s'interrogent. Quel homme est doté d'une force aussi surnaturelle? Plusieurs personnes ont-elles pu commettre ce massacre? C'est Thomas, le fils du couple, qui, malgré le choc, va leur fournir un premier élément de réponse. Conduit à la gendarmerie, l'adolescent de 15 ans est traumatisé. Il raconte aux enquêteurs ce qu'il a vu cette nuit-là. Il nous dit qu'il y a un grand monsieur en noir avec un chapeau qui rentre et qui va agresser son père et que lui-même va être réveillé par les bruits, va descendre puisque sa chambre est au 1er étage et va essayer d'aller défendre son père. Il porte un coup l'individu qui lui prend la fuite ensuite. Et lui se réfugie après dans la salle de bain. Alors qui peut bien être ce mystérieux homme en noir? Et pourquoi en voulait-il aux parents de Thomas? Pour tenter de percer le mystère, les gendarmes vont d'abord enquêter sur le couple. Isabelle et Patrick, la quarantaine, tenaient une boucherie dans la ville voisine. Des commerçants très appréciés à Lébétain.
C'est une famille qui ne s'est jamais fait remarquer, ni pour un incident intrafamilial, un problème de couple, ni rien. C'était des gens, au contraire, très connus. La famille était commerçante depuis plusieurs générations, installée à cet endroit-là, très bonne réputation. Non, c'était des gens, on peut dire sans histoire, mais malheureusement, ça s'est quand même assez mal fini. Le voisinage de la famille est sous le choc. Ceux qui les connaissent ont bien du mal à s'expliquer un tel drame au cœur du village. Un couple qui s'entendait, qui était marié de longue date. Alors bon, comme toujours, un couple qui avait des soucis parce qu'il tenait un commerce, qu'il fallait que le commerce fonctionne. Voilà, une maman qui des fois était un petit peu déprimée, mais enfin rien du tout qui puisse laisser présager une telle affaire. Mais en interrogeant Thomas, le fils, l'image du couple idéal va peu à peu se fissurer. L'adolescent révèle aux enquêteurs que son père menait, semble-t-il, une double vie. Il évoque le fait d'avoir vu son père avec une autre femme dans la ville, hein, d'à côté. C'est une chose qu'il nous a rapporté. Thomas dévoile également aux gendarmes qu'un jour, il aurait surpris sa mère sur le point de se... Avait-elle eu vent de l'infidélité de son mari? En tout cas, c'est dans le secret du couple que se dissimule peut-être la clé de ce crime atroce. Les gendarmes questionnent alors les voisins pour tenter d'en savoir plus. Les gendarmes cherchent, quoi. Mais c'est vrai que là encore, on cherche un mobile. Donc on va aller chercher dans la vie privée des parents. Est-ce qu'ils avaient des dettes? Est-ce qu'ils avaient des rivalités? On est même allé chercher dans des établissements de nuit pour voir si c'était un couple un peu olé olé. Enfin, là encore, on a fait une enquête classique, quoi. Mais l'enquête ne va rien donner. Aucune trace du fameux homme en noir. Il était très tôt le matin, cet homme en noir, personne ne nous en parle. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, voilà. Aucun indice, pas de trace de l'homme en noir venu surprendre le couple en pleine nuit. Pour les gendarmes, c'est une fausse piste. Et surprise, les premiers relevés dans la maison vont leur donner raison. Dès que les premiers résultats de l'enquête vont arriver sur le bureau du juge, on va se rendre compte que la version du gamin ne tient pas, puisqu'il n'y a pas de traces de tiers dans la maison. Il n'y a donc aucune effraction dans la maison, aucune trace d'effraction qui puisse permettre de penser qu'une personne ait utilisé un objet, ait fracturé une porte et soit rentrée. Les seules empreintes relevées dans la maison sont celles du couple et de leur fils. Les gendarmes retrouvent aussi des affaires appartenant à Thomas. Dans la chambre, on a retrouvé donc les boutons du pyjama, ses lunettes et des chaussons. Ça témoignait manifestement d'une lutte dans la chambre. À partir de là, lutte avec qui, ça ne donnait pas non plus la solution. Les enquêteurs vont alors imaginer l'impensable. Un drame familial qui aurait dégénéré en massacre. Ils décident de réinterroger l'adolescent et au bout de quelques minutes, Thomas leur révèle alors l'inimaginable. C'est sa mère qui aurait tué son père. La lutte aurait tourné au carnage. Entre-temps, moi, le gamin m'avait appelé pour me dire, en fait, c'est ma maman qui tuait mon papa et moi qui ai voulu venger, enfin défendre, en quelque sorte, mon père. Et c'est comme ça que j'ai été amené à tuer ma mère. Isabelle aurait donc découvert l'infidélité de son mari et ne l'aurait pas supporté. La nuit venue, elle commence à poignarder son mari. Réveillé par des cris, Thomas arrive dans la chambre et tente de s'interposer. Mais sa mère est folle de rage. Alors, en légitime défense, l'adolescent la désarme, comme il peut, et dans la panique, la frappe à coups de couteau. Les gendarmes tiennent une explication, et les constatations sur place semblent confirmer cette incroyable révélation. En effet, sur un mur de la chambre, les enquêteurs retrouvent ces traces de pieds appartenant à la mère. Dos à la porte, Isabelle aurait tenté d'empêcher son fils de rentrer, alors que Patrick se vidait de son sang. Mais pour les gendarmes, il y a quelque chose qui cloche. S'il s'agit d'une légitime défense, pourquoi Thomas a-t-il frappé sa mère d'une centaine de coups de couteau? Et si c'est le cas, autre problème. L'adolescent est bien trop frêle pour avoir commis cette agression d'une violence surhumaine. Les enquêteurs n'y croient pas. Le souvenir que j'en ai, c'était un garçon de 15-16 ans, d'aspect un peu fluet, le visage, si mes souvenirs sont bons, un peu creusé, les joues un peu creusées, ouais, juvénile quoi. Hein, voilà, on voyait que c'était un jeune adolescent. Le profil de Thomas ne colle en rien avec la violence du carnage.
Et en enquêtant sur le garçon, les gendarmes sont d'autant plus perplexes. L'adolescent de 15 ans est très calme et sans histoire. Évidemment, pas de casier judiciaire, pas plus du côté des parents que le concernant, pas d'exclusion scolaire, pas de conseil de discipline, rien. C'était un mineur qui n'avait jamais fait parler de lui, je veux dire, dans la commune, qui suivait des études à Belfort, dans un collège de Belfort, qui sans particularité, quoi. Comment cet adolescent a-t-il pu frapper sa mère de 100 coups de couteau, même en légitime défense? Impensable pour les enquêteurs, d'autant que les témoignages l'attestent, Thomas adorait ses parents. Bon, ce gamin était bien élevé, était scolarisé, était gâté, était enfant unique, avait une chambre à lui tout seul, au premier étage, une grande chambre. Avec tout ce qu'il lui fallait, ordinateur, enfin, etc., etc. Puis une chambre sans particularité, hein, bon, des images de foot, enfin des choses comme ça, mais rien de particulier, je veux dire. Pourtant, les gendarmes ont une intuition. C'est peut-être dans les heures précédant le drame que quelque chose s'est passé dans la tête du jeune homme. Mais selon Thomas, la veille au soir, tout s'est déroulé comme d'habitude. Le dimanche, c'était passé normalement. Il allait se promener l'après-midi, faire un tour de mobilette avec ses copains. Il est revenu le soir, il a dû regarder la télévision avec son père. Il n'y a pas eu de difficulté. Il allait se coucher après avoir embrassé ses parents. Et comme tous les matins, on est donc le lundi matin, comme tous les matins, il a un rituel un peu plus bizarre. Il est le premier et le seul à se lever parce qu'il prend son bus scolaire. Et donc il se réveille seul, il va prendre sa tasse de café, il fume une cigarette et en principe il se recouche une demi-heure. Comme tous les matins, Thomas se réveille donc à 5h30, puis retourne dormir vers 6h, heure supposée de la mort de ses parents. Drame familial ou non, le mystère reste entier sur ce qui s'est passé entre 6h et 8h du matin, avant que Thomas ne se retrouve dans la rue, le pyjama couvert de sang. C'est alors que les gendarmes vont recevoir les résultats de l'autopsie, et ils sont stupéfaits. Les enquêteurs apprennent qu'après examen des blessures sur les corps d'Isabelle et Patrick, il n'y a qu'un seul agresseur. Rapidement, dans la semaine, les médecins, les experts vont nous expliquer que c'est la même personne qui a frappé avec la même arme, avec la même force et la même folie sans doute, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de partie du corps qui était particulièrement frappée. Je veux dire, les coups ont été portés de manière anarchique. Hein. Un seul meurtrier, pas de traces d'effraction. Et les empreintes de Thomas, partout sur les lieux du crime. Les enquêteurs doivent s'y résoudre. Le fils du couple devient le principal suspect. Et c'est là où il va donc basculer du statut de victime au statut de suspect, et où les gendarmes vont m'appeler cette fois-ci non plus en qualité d'avocat d'une victime, mais en qualité d'avocat d'un suspect. Et donc mon client va être placé en garde à vue. Une garde à vue qui va révéler une toute autre facette de l'adolescent. Car face aux preuves accumulées, le garçon de 15 ans avoue rapidement. C'est bien lui qui a tué son père et sa mère. Mais plus que l'aveu, c'est l'attitude étrange du jeune homme qui intrigue les gendarmes. Quand il a commencé à dire effectivement qu'il était l'auteur des faits, qu'il avait tué son père et sa mère, donc dans les conditions que l'on sait, il a raconté ça un petit peu, oui, de façon inaffective, sans qu'il y ait d'émotion apparente, en tout cas sur son visage. Il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de crise, il n'y a rien eu. Il aurait raconté un cambriolage ou, je sais pas, que ça aurait été exactement sur le même ton. L'adolescent frêle donne l'impression d'être totalement étranger à ce massacre. Mais alors quel terrible secret cache-t-il? Thomas a avoué, pourtant il ne se sent pas coupable. D'ailleurs, à son arrivée en prison, il est même pris de panique. Il va arriver en prison, se taper la tête contre les murs, pleurer, appeler son père, appeler sa mère, et immédiatement le personnel pénitentiaire va le renvoyer à l'hôpital psychiatrique près de Mulhouse, c'est Rouffach. Donc il va faire 2 fois 6 mois en prison à Mulhouse, mais sans arrêt fera des allers-retours entre l'hôpital psychiatrique de Rouffach et la maison d'arrêt de Mulhouse. Une année pendant laquelle l'enquête progresse au fil des expertises. Et c'est le rapport d'un psychiatre qui va donner un tournant décisif à l'affaire. Car un détail l'intrigue. L'heure du crime, 6h du matin.
Si l'adolescent a massacré ses parents en fin de nuit, ce n'est peut-être pas un hasard. L'heure du crime, au petit matin, entre 5 et 6 heures du matin, ça veut dire quelque chose, ça signe quelque chose. Le psychiatre va alors demander le transfert de Thomas dans un hôpital, comme il en existe peu en France. Un centre spécialisé dans les troubles du sommeil. Les enquêteurs vont y faire une découverte incroyable. Un centre où les patients sont filmés pendant leur sommeil. Et voici la vidéo de Thomas en train de dormir. Des images qui vont mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. Il est 6 heures du matin, l'heure du crime. L'adolescent dort profondément quand soudain... Le garçon a beau avoir les yeux ouverts, il dort. Seulement, il est en pleine panique. Et c'est bien là le problème. Thomas est en plein sommeil paradoxal, une phase très particulière, pendant laquelle aucun geste n'est possible normalement. On s'est aperçu que pour ce jeune homme, il y avait, lors de la dernière phase nocturne, donc au cours du phase du sommeil paradoxal, il y avait des mouvements anormaux qui n'étaient pas inhibés. Et une seconde vidéo confirme cette découverte étonnante. À 6 heures tous les matins, Thomas, le garçon sans histoire, est secoué de cauchemars effrayants. Et on l'a vu s'agiter de façon extrêmement importante. On le voyait agiter les bras, se lever, s'asseoir, etc. Et être manifestement dans un état second, c'est-à-dire il n'était pas lui-même, il n'avait pas récupéré son identité. On voyait bien qu'il était autre, d'une certaine manière. Un mal qui intrigue les enquêteurs, mais sur lequel les médecins vont mettre un nom. La parasomnie, autrement appelée somnambulisme. Voici des vidéos saisissantes tournées dans ces mêmes unités du sommeil. La maladie conduit les patients à faire des choses bien étranges pendant qu'ils dorment. Mais plus inquiétant, une infime partie de ces malades semble saisie de terreur nocturne. Des patients qui hurlent dans la nuit, et d'autres encore plus terrifiants, comme cet homme d'une 60aine d'années. Alors qu'il est en train de dormir, il assassine quelqu'un à coups de couteau. L'activité motrice jusqu'à se lever, déambuler et commettre un acte délictueux en sommeil paradoxal, c'est exceptionnel. Pour le psychiatre qui s'occupe de Thomas, un scénario terrifiant est en train de se dessiner. Il s'agit d'une parasomnie, et donc il va aller sur un terrain qu'il connaît peu, parce que c'est vrai que la parasomnie est un sujet tout à fait nouveau en France. On sait qu'il y a des recherches aux États-Unis depuis une 30aine d'années, mais en France on découvre ça. À la lumière de cette révélation médicale, les enquêteurs réinterrogent l'adolescent. Thomas, sidéré, découvre devant les gendarmes qu'il est parasomniaque. Si vous lui dites « est-ce que tu te sens coupable ?», il va vous dire non. Et c'est petit à petit, moi-même, qui ai réussi à le convaincre avec les médecins que peut-être qu'il n'était pas responsable du tout, et peut-être qu'il ne devait pas être jugé du tout. Thomas aurait donc massacré ses parents en dormant. Pourtant, au fil des interrogatoires, des bribes de souvenirs ressurgissent, permettant aux gendarmes de reconstituer le scénario de cette nuit effroyable. Ce soir-là, Thomas se couche donc vers 23 h. Puis, comme à son habitude, vers 5h30 du matin, il se réveille une première fois pour prendre son petit déjeuner et fumer une cigarette avant de se recoucher et de se rendormir. Et là, il va se réveiller, nous explique-t-il, dans un cauchemar. Et donc il explique qu'il a donc des hallucinations, des voix qui lui intiment ça. Et donc il descend l'escalier, puisqu'il est à la chambre au premier. Il va dans la cuisine où il prend 2 couteaux. Thomas est en train de dormir. Mais en pleine crise de somnambulisme, il saisit 2 couteaux, puis se dirige vers la chambre de ses parents. Et là, il va commencer par agresser son père, lequel a à peine le temps de se réveiller et de dire « mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ?»
Et on sait à ce moment-là que mon client va s'acharner, hein, puisqu'il y aura une cinquantaine de coups sur le papa, dont on sait aussi que le père va mourir très rapidement. Il va se vider de son sang très vite, donc il va très peu résister. Thomas massacre son père à coups de couteau. Endormi, il a une force surhumaine et il ne va pas s'arrêter là. La maman qui dort à côté va se réveiller, et elle, à ce moment-là, va essayer, d'après ce qu'on en sait, de retenir son fils, quoi. Un geste de sa mère qui semble opérer. Thomas sort brusquement de la chambre. Aussitôt, Isabelle tente de bloquer la porte en s'arc-boutant de toutes ses forces, ce qui explique les traces de pieds ensanglantées retrouvées sur le mur. Mais en plein sommeil, Thomas délire et plus rien ne l'arrête. Et puis il va revenir dans la chambre de la mère, laquelle va essayer de se calfeutrer, et il va tuer sa mère, une centaine de coups de couteau. Et après ça, il nous explique qu'il va redescendre comme si justement il sortait de ce cauchemar, il sortait de cet état confus matinal, mais c'est vrai que dans la demi-heure qui va suivre le meurtre, il va comprendre que ses parents sont dans une mare de sang, que lui a du sang partout sur lui et que c'est lui qui a tué. Tiré de son sommeil, c'est donc 20 minutes plus tard que le voisin retrouvera Thomas au bord de la route et couvert de sang. Pour les enquêteurs, le mystère est élucidé. Thomas dormait quand il a massacré sa famille. Un cas rarissime. 4 ans après cette nuit effroyable, la justice a tranché. Le jeune homme a été relaxé et remis en liberté. Déclaré irresponsable, il tente aujourd'hui de se reconstruire et de mener une vie normale. C'est une histoire exceptionnelle, rare sur le plan criminologique et qui reste énigmatique et mystérieuse. Alors que nous passons plus de 25 ans à dormir dans toute une vie, la parasomnie reste l'un des mystères les plus insondables de la médecine. Étonnant quand on sait qu'un quart des enfants seraient touchés par le somnambulisme. Des troubles qui disparaîtraient à l'adolescence. Aujourd'hui en France, on estime que chaque nuit, 5000 personnes seraient en proie à ces pulsions cauchemardesques.